Abdoulaye Boina, sociologue et analyste politique et aussi membre du Bureau national du RISA, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la situation nationale marquée par la marche de la révolution populaire et progressiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Alors, première question, on tient cette émission dans le cadre justement de la deuxième édition des grandes conférences que le RISA organise. Pour une deuxième édition, quelle est la thématique retenue? Quelles sont les activités phares qui seront au programme? Merci monsieur Kaboré, merci à TRI TV de nous inviter sur ce plateau. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Effectivement, le RISA organise son deuxième panel international AES le 26 juillet 2025, c'est-à-dire samedi prochain. Et le thème général de cette conférence-là, ce panel, c'est la recherche scientifique et la construction de la souveraineté des pays membres de l'AES. Ça, c'est le thème global. Et donc, il y a des sous-thèmes, notamment le rôle des chercheurs dans la construction et le développement de la RPP, la Révolution populaire progressiste au niveau du Burkina et de l'AES. Ce thème-là est prévu pour être développé par Excellence Sogoyou du Togo. C'est vrai qu'à ce jour, son arrivée n'est pas tout à fait confirmée, mais bon, on verra d'ici demain. Le deuxième sous-thème, ce sont les humanités au service de la souveraineté. Et ce thème sera développé par Dr Adama Sido, venant donc du Niger. Et troisième sous-thème, de l'unité culturelle des peuples de la Confédération de l'AES. Ce thème est développé par Dacier de Bendouté, qu'on ne présente plus au Burkina Faso, sociologue, journaliste, résident donc aux États-Unis. Et le quatrième thème, c'est savoir endogène et bien-être social dans l'espace AES. Ce thème sera développé par Dr Ali Tunkara, enseignant-chercheur venant du Mali. Et il faut dire que les autorités ont donné entière caution à cette activité, la panel international de l'AES, parce que c'est sous la présidence de M. Bassolma Bazier, président de la Commission nationale donc, de l'AES, et le parrainage de M. Gilbert P. Ouedraogo, ministre de la Communication et de la Culture. On a un co-parrain qui est le ministre Roland Somda de la Jeunesse et un invité spécial qui est le professeur Aguima Thiombiano, ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Il faut dire que ça se passe à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, dans la salle P-Sud. Alors, une autre précision par rapport à l'activité, c'est une activité qui se tient dans le cadre de l'AES. Est-ce que conjointement, nous aurons des représentants des deux autres pays de l'AES qui seront là? Alors oui, déjà, on a les panélistes. On a les panélistes du Niger et du Mali. On a voulu aussi un panéliste donc, du Togo. Jusqu'à présent, sa venue n'est pas confirmée, comme je le disais, mais on pense que c'est possible qu'il arrive. Alors également, on a impliqué les communautés, c'est-à-dire au niveau du Burkina, là, les ambassades ont été impliquées, et donc les communautés venant donc du Mali, du Niger et naturellement du Burkina sont impliquées fortement dans l'organisation de ce panel. Alors, l'une des premières thématiques qui sera abordée à l'occasion de cette journée, c'est justement le rôle des chercheurs et enseignants-chercheurs pour le triomphe de la révolution progressiste et populaire et de l'AES. Et justement, c'est une thématique que nous retenons ici. Et pour vous, comment est-ce que vous appréciez la mise en œuvre de la révolution progressiste et populaire qui est en marche actuellement au Burkina Faso? Et aussi, comment est-ce que vous appréciez l'adhésion des populations? Merci pour la question. Il faut dire que nous sommes très satisfaits de la mise en œuvre de la révolution populaire progressiste au niveau du Burkina Faso. Et nous, au niveau du RISA, nous sommes convaincus que cette révolution ne peut réussir que grâce à l'adhésion massive justement des populations.
D'où donc les activités de conscientisation que le RIS amène à travers le pays depuis 2023, où on a mis cette association en place. Donc nous estimons que si nous résistons jusqu'à maintenant, malgré l'adversité qui est ambiante autour de nous, c'est grâce à l'adhésion des masses populaires. C'est l'adhésion des masses qui est le rempart de la révolution démocratique et populaire. Donc nous accentuons le travail de conscientisation envers les masses populaires pour davantage donc avoir leur adhésion à cette révolution-là. Sinon, l'évolution de la révolution est satisfaisante à notre avis au jour d'aujourd'hui. D'accord. Pour vous, quels pourraient être les principaux objectifs de la RPP quand on regarde? La RPP, selon nous, c'est d'abord la lutte âpre pour la souveraineté de notre pays et de l'AES, et à travers cet exemple-là de l'Afrique tout entière. Parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de développement possible sans souveraineté. Si vous ne disposez pas de la capacité de gérer vous-même vos ressources, il n'y a pas de possibilité de développement. Donc la révolution, pour nous, d'abord, c'est cette lutte-là pour arracher la souveraineté de notre pays. Alors, on ne peut pas parler, on parle du RISA, le Rassemblement des intellectuels pour la souveraineté de l'Afrique. Pour vous, quel est le rôle des intellectuels, justement, dans cette RPP que nous avons? Voilà, en tout cas, nous pensons que déjà, l'intellectuel, ce n'est pas le diplômé, ce n'est pas celui qui a amassé beaucoup de diplômes, mais c'est celui-là qui est capable de remise en cause, de réflexion, pour dire comment on fait pour justement se sortir de ces gros problèmes qu'on a depuis, on va dire, pour ne pas aller très loin, depuis les indépendances politiques qu'on a. Donc, le rôle des intellectuels est clé. C'est-à-dire que c'est eux qui sont censés amener l'ensemble des populations là à comprendre les enjeux, les gros enjeux dans lesquels on se trouve, et à justement devenir ce bouclier là pour la révolution, pour arracher la souveraineté de notre pays. Alors, quand on parle de révolution progressiste et populaire, RPP au Burkina en 2025, difficile de ne pas parler de la révolution que nous avons eue dans les années 1983 avec le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Et pour vous, quel lien idéologique y a-t-il entre ces deux révolutions? Alors, il faut dire que la lutte, c'est une question d'étape. C'est une question d'étape. La révolution d'août 1983 a déroulé un certain nombre de thématiques et j'allais dire, d'aspects. Et il faut dire que les contextes sont un peu différents dans la mesure où nous sommes rentrés dans cette révolution progressiste et populaire là, dans une guerre. Sinon, les fondamentaux sont les mêmes. C'est arracher la souveraineté donc du pays et aller vers le développement. Voilà, c'est ça le fond de toutes ces deux révolutions-là. C'est arracher la souveraineté donc du pays, aller vers le développement. Mais il se trouve que la révolution d'août 1983 est venue dans une période, j'allais dire, de relative paix. De relative paix, de sorte que on n'a pas été rapidement confronté au fait de rompre de façon brutale avec les anciennes métropoles, notamment en ce qui nous concerne la France. Voilà, on a annoncé notre volonté de garder notre souveraineté, mais on n'a pas été amené à arracher de manière brutale cette indépendance-là. Là, on est en période de guerre et comme il fallait diagnostiquer, il fallait poser un diagnostic. On a posé le diagnostic que vous ne pouvez pas gagner une guerre en étant aidé par ceux qui aident également vos ennemis. Ça va être difficile. Donc, ayant fait ce diagnostic-là, on était obligé de rompre de manière brutale avec un certain nombre de partenaires.
C'est ça la particularité de la RPP, sinon les fondamentaux sont les mêmes. Est-ce à dire que pour vous, il y a plus de difficultés maintenant, eu égard aussi au contexte sécuritaire, en dehors de cet aspect-là? Est-ce à dire que pour vous, il y a plus de difficultés maintenant quand il s'agit d'aller vers la marche de la souveraineté, comparativement à celle de 1983? Non, je ne dirais pas qu'il y a plus de difficultés, parce qu'en réalité, c'est quoi? À partir du moment où parce que pour préciser, en 1983, nous étions à la veille de la période de l'indépendance où dans l'administration, tout était conçu sur le système justement de la colonisation et tout, et on retrouvait au sein de nos administrations déjà la plupart de ceux qu'on a chassés aujourd'hui. Est-ce que avec ces données-là et ces données, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est beaucoup plus difficile maintenant dans ce sens d'arracher notre souveraineté? Est-ce que c'était pas encore plus compliqué en 1983 pour ces aspects? Alors, il faut dire que le matériau est le même. Le matériau, j'allais dire humain. Le matériau humain est le même en 1983 qu'à partir de 2023. Le matériau humain est le même. C'est ce matériau humain-là, formé et formaté par l'ancienne métropole pour dérouler naturellement un agenda qui permette à ces anciennes colonisateurs de continuer à exploiter. Maintenant, la différence est que, n'ayant pas été aussi brutal, j'allais dire, employer ce mot, dans la rupture, la révolution démocratique et populaire du président Thomas Sankara a bénéficié, j'allais dire, de compréhension, de plus de compréhension de l'ancien maître que la révolution progressiste et populaire du capitaine Traoré. Parce que, voilà, le capitaine Sankara a énoncé, naturellement, on voyait clairement qu'il voulait arracher toute la souveraineté de son pays, mais j'allais dire que les actes fondamentaux que le colon considère comme agressifs là, n'ont pas été posés au temps de Sankara. Si bien que, et malgré tout, vous voyez ce qu'il est advenu de lui. Parce qu'on le sentait venir sur une rupture totale avec l'ancienne métropole. Donc vous voyez ce qui est advenu de lui. Donc on ne peut pas dire que c'était plus facile en son temps. On ne peut pas non plus dire que c'était plus facile aujourd'hui. Parce que si on prend les ressources humaines qu'on a là, ce sont les mêmes ressources humaines qui avaient été formatées. Aujourd'hui encore, en réalité dans nos administrations, voilà, on a encore cet esprit-là, puisqu'on a été formé comme ça. De sorte que la plupart, il y a toujours de la résistance dans nos administrations. Peut-être pas de manière expresse, mais c'est comme ça qu'ils ont été formés, donc c'est difficile de changer. Difficile de parler de la révolution progressiste et populaire actuelle de 2025 sans pour autant interroger l'histoire, et c'est ce qu'on fait justement. Quand vous regardez quel a été le rôle, la contribution de la jeunesse, eh bien en août 1983, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la révolution que nous menons actuellement, vous retrouvez une jeunesse engagée avec un même rôle qui lui est accordé? Quelles sont les évolutions quand vous essayez de comparer du regard du sociologue que vous êtes aussi? Alors, il faut dire que la révolution d'août 1983 a effectivement bénéficié d'un élan de la jeunesse. On se rappelle donc du 17 mai 1983 où le premier ministre Sankara a été arrêté. Vous avez vu la ferveur, les soulèvements pratiquement populaires qu'il y a eu lieu les jours qui ont suivi, réclamant donc sa libération. Et on peut dire que c'est cette mobilisation-là qui a évité à ce qu'il soit assassiné en mai 1983, jusqu'à ce que, en août, il revienne prendre le pouvoir. Donc sa contribution a été importante. La contribution de la jeunesse a été pertinente et déterminante pour la révolution d'août 1983. Mais on peut également dire que l'avènement de la révolution progressiste et populaire du capitaine Traoré a bénéficié également de cette ferveur de la jeunesse. Vous vous rappelez dans quelles conditions le président Traoré est arrivé au pouvoir? Il a fallu
une grosse mobilisation également de la jeunesse pour permettre de dire nous ne voulons pas ce qui était là, nous préférons ce qui arrive parce que déjà nous voyons les prémices de la rupture. Voilà. Donc il faut dire également que la jeunesse actuelle bénéficie de moyens que la jeunesse de 1983 n'avait pas. Aujourd'hui, l'information se passe en temps réel et on sait exactement ce qui se passe, quel que soit là où on se trouve. Vous voyez, les jeunes à l'intérieur du pays actuellement savent exactement ce qui se passe à Ouaga. Mais en son temps, vous pouvez être dans votre province, vous êtes complètement coupé de ce qui se passe dans la capitale. Peut-être même les gens ont appris l'assassinat de Sankara, peut-être 2 jours après. Il y a des provinces où les jeunes l'ont appris 2 jours après. Donc vous voyez que aujourd'hui, la jeunesse a plus de moyens pour s'engager dans la révolution démocratique et dans la révolution progressiste et populaire que n'en avait la jeunesse de 83. Allant dans le même sens, est-ce que la jeunesse aujourd'hui n'a pas aussi un certain nombre de difficultés? Parce que quand vous parlez de l'utilisation des nouvelles technologies pour s'informer, en 1983, on n'avait pas ce taux aussi de fake news que nous avons aujourd'hui. Un gros travail qui est obligé d'être fait par les médias, d'être fait par l'autorité, d'être fait par des organisations comme le RISA. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un peu un frein auquel est confrontée notre jeunesse aujourd'hui? Oui, j'allais dire que c'est le revers de la médaille, mais effectivement, comme vous le dites si bien, les médias et les organisations justement de la société civile peuvent jouer un rôle pour limiter les méfaits de ces fake news là. Sinon, effectivement, il y en a. Et on est inondé tous les jours de désinformation par rapport à ce qui se passe dans nos pays. Heureusement que vous êtes là, heureusement qu'il y a beaucoup d'organes qui sont là pour donner la vraie information. Alors, les problèmes de la jeunesse sont connus, ses forces et aussi ses faiblesses. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans notre jeunesse afin de la mobiliser encore plus pour la RPP? Alors, je dirais qu'il faut justement intensifier l'information vraie. Il faut faire tout pour contrer la désinformation. Et la désinformation, on sait actuellement, il y a des officines partout pour créer de la désinformation. Donc, il faut déjà renforcer les médias qui sont là, renforcer les organisations qui sont là pour donner l'information vraie. Il faut également former, en réalité. Il faut former dans le bon sens pour déconstruire. Pour déconstruire ce qui a été construit dans les mentalités depuis longtemps, il faut former. Et il faut réformer les curricula de formation pour avoir le Burkinabé nouveau qu'on veut pour pouvoir soutenir la révolution démocratique et populaire. La révolution progressiste et populaire. Vous avez parlé des curricula. Qu'est-ce qui doit être amélioré à ce niveau? Je pense que si vous écoutez le gouvernement, les réflexions sont en cours dans ce sens-là. Il faut améliorer tout ce qui va nous permettre de construire assez rapidement. Voilà. Il faut aller dans la pratique. Il faut construire. Et comme on veut construire, il ne faut pas aller dans les théories à long terme. Ce n'est pas que les théories sont pas utiles. Les théories sont utiles, mais il y a la formation professionnelle qu'il faut développer pour nous permettre dans tous les champs d'action-là d'avoir rapidement des ingénieurs, des gens capables de construire. Alors, la révolution progressiste et populaire est en marche. Pour vous, quels sont les grands chantiers qui déjà ont été lancés par les autorités? Alors, il faut dire que les chantiers sont nombreux et on va dire que c'est dans tous les domaines. Si vous regardez dans l'armée, puisque notre problème numéro 1, c'est la sécurité, la reconquête du territoire national. Et pour ceux qui se demandent est-ce qu'on est en révolution, il suffit d'aller regarder ce qui se passe dans l'armée depuis 2 ans. Depuis 2 ans, l'armée a été complètement révolutionnée. Non seulement en équipement, en recrutement d'hommes, en formation, en réorganisation, l'armée a été complètement révolutionnée. Si vous voulez regarder où se trouve la révolution, il faut aller regarder ce qui se passe dans l'agriculture pour nous permettre d'avoir l'autosuffisance alimentaire.
notre agriculture a été complètement révolutionnée. Vous regardez, nous construisons actuellement nous-mêmes nos barrages. Nous faisons notre irrigation par des agents de l'État. Vous avez vu les différentes sorties du ministre de l'Agriculture. L'agriculture a été complètement révolutionnée. Et dès la première année, la production a connu une croissance inégalée depuis quelques années. Et on annonce encore la saison prochaine une croissance encore davantage. Donc, vous voyez les infrastructures, la construction des routes. Vous voyez actuellement avec Faso Mebo. Vous voyez l'engouement. Parce que la révolution, c'est ça. Je disais tantôt que tant que vous n'avez pas pu mobiliser la population, vous n'avez pas de révolution. La révolution, c'est la population qui fait la révolution. Et si vous voyez l'engouement des populations autour de Faso Mebo actuellement, vous vous convaincez qu'on est en révolution. Pour vous, là, c'est déjà un exemple concret. C'est un exemple concret de construction du pays de façon endogène. Voilà. Actuellement, moi, les informations que j'entends, c'est que Faso Mebo croule sous des tonnes de ciment. Voilà. C'est à voir est-ce qu'ils auront de la place pour stocker en attendant de se déployer. Donc ça, c'est des faits visibles qui montrent que la révolution est en marche au niveau du Burkina Faso. Parlons toujours des grands chantiers de la révolution progressiste et populaire mis en place par l'autorité. Il y a un chantier qui m'intéresse et je voudrais qu'on en parle, c'est le chantier de l'ordre et la discipline. Parce que le président du Faso l'a dit, rien ne se construit, difficile de développer sans une certaine discipline. Et quand on regarde l'ordre et la discipline, c'est de rigueur. Et on a vu la mise en place de la brigade Laballe qui était la semaine dernière au niveau du quartier Patte d'Oie. Comment vous appréciez sa mise en œuvre? Et pour vous, pourquoi il semble difficile d'aller vers l'ordre et la discipline avec le citoyen? Quand on prend l'exemple de la circulation routière où on parlait tout à l'heure, au niveau du retour sur l'actualité à ce que l'ONASER fait comme formation au profit d'un certain nombre de femmes, pourquoi c'est difficile de mettre en œuvre cet aspect-là? Une certaine réticence, malgré qu'on sait que le Burkinabé sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tout à fait. Oui, une réticence. J'en parlais tantôt de nos administrations de façon générale. Il y a une réticence tout simplement parce que les gens sont habitués à un certain train, à un certain laisser-passer, à un certain égoïsme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand vous enfreignez la loi, quand vous allez en vitesse, vous brûlez le feu rouge, vous jetez les ordures, ça veut dire que vous ne pensez qu'à votre petite personne, vous ne pensez pas à la communauté, à la collectivité qui est là. Donc, mais c'est une conduite qui a été ancrée pendant des années et donc c'est difficile d'extirper dans les mentalités. Mais donc, des organisations comme Laballe, la brigade Laballe, voilà, la brigade Laballe permet de ramener petit à petit, par des sensibilisations, souvent aussi par la coercition, petit à petit amener les gens vers le respect du bien commun, voilà, et le respect de l'autorité. C'est très important pour aller vers le développement. Parlant justement aussi de l'ordre de la discipline, on en a vu justement ces sorties de la BMCRF qui a voulu qu'on revienne un peu sur un certain nombre de surfacturations entre griffes que l'on aurait observé au niveau des prix des motos. À ce niveau aussi, quel est votre point de vue? Oui, c'est justement un de ces exemples-là où les habitudes ont la vie dure, comme on dit. Vous voyez, qui ne peut pas comprendre que cette mesure-là est salutaire? On vous fait la situation des prix, on vous dit non, c'est que vos prix de revient là ne vous amènent pas à vendre ça à ce prix. Non, les gens sortent dire non, c'est pas possible, laissez-nous faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans un pays pour avancer? Ce n'est pas possible. Il faut que les gens acceptent, respecter les règles. Le commerce a des règles. Le ministre du Commerce est sorti expliquer les règles. Il faut tout simplement les respecter. Donc, je pense que les autorités doivent continuer dans le sens
de faire respecter les règles en matière de prix. Parce que c'est ça aussi qui va un peu augmenter le pouvoir d'achat, diminuer la vie chère, comme on a souvent l'habitude de dire. Si les prix sont régulés, sont à des proportions acceptables, je pense que le citoyen aussi, avec le peu de moyens qu'il a, va accéder aux denrées de première nécessité et voilà, pourra vivre mieux. À des émissions interactives comme le mot à dire sur Watt FM avec David Nanan, on entend certains auditeurs aussi appeler à ce que de telles initiatives soient répercutées dans des domaines comme ceux du logement, ceux des prix des produits pharmaceutiques et beaucoup d'autres. Est-ce que vous en convenez? Absolument, absolument. Et je pense que ça a commencé déjà en matière de prix pharmaceutiques. Je pense qu'il y a environ 1 mois, il y a eu une régulation qui est passée à ce niveau également. Les prix des médicaments ont été revus. Et on a donné les nouveaux prix à tous ceux qui sont dans la filière. Et je pense qu'il y a eu même des sorties pour constater qu'effectivement, il y a un certain nombre de prix qui sont respectés. Il faut continuer dans ce sens-là. Et ça doit effectivement impacter d'autres domaines comme le loyer. Le loyer, c'est un gros problème depuis des années. Je pense qu'on a même eu à faire des lois pour réglementer le loyer et c'est finalement une difficulté d'appliquer. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, on espère que avec cette révolution progressiste et populaire là, on va pouvoir bien réglementer au niveau des loyers également pour que voilà, ça puisse être respecté. La RPP est aussi en marche au niveau de l'éducation. On l'a constaté récemment avec les examens scolaires. Ceux du baccalauréat s'apprêtent à aller pour une immersion patriotique. Là aussi, qu'est-ce que vous pensez de ce gros chantier dans le domaine de l'éducation? Oui, c'est un chantier parce que on va dire que c'est le creuset. Si on est arrivé à insuffler le changement dans le domaine de l'éducation, je pense qu'on gagne pour la durée. Et donc, des mesures, effectivement, doivent être prises. On parlait tantôt de curricula, mais il y a également l'éducation civique. Et je pense que ça commence avec cette immersion-là. Des jeunes qui viennent d'avoir le bac, on va aller les interner. Et puis, ils vont apprendre donc qu'est-ce que c'est que le civisme. Ce n'est pas parce qu'ils n'apprenaient pas. Et dans le cursus scolaire jusqu'au bac, il y avait quand même, voilà, des aspects qui évoquaient le civisme, mais là on va le faire de façon intensive pendant un certain temps, et à leur sortie on espère avoir en tout cas des citoyens de type nouveau pour aborder l'enseignement supérieur. Alors on a compris le rôle de la jeunesse, le rôle d'un certain nombre d'acteurs également, l'engouement qu'il y a autour des travaux d'intérêt comme Faso Mebo. Pour vous, quel est aussi le rôle de la société civile dans la RPP? Oui, la société civile a un rôle. Est-ce qu'elle joue son rôle déjà? Oui, je dirais qu'elle joue son rôle. Nous voilà, on est dans ce créneau-là. Mais ce n'est pas facile, parce que ce sont les mêmes habitudes. Vous voyez, la société civile, ce qu'on appelle les organisations de la société civile, ont été aussi imbibées dans les mentalités de l'ancienne façon de faire, notamment une société civile qui est là, qui est pourtant des tentacules de partis politiques, de chapelles, et qui ne jouent pas le rôle de conscientisation et qui sont juste là pour attendre donc des subsides. On croyait cette époque révolue, passée. Justement, mais il faut regarder de très près. C'est-à-dire qu'on ne doit pas baisser la veille. C'est-à-dire que l'État doit avoir un vrai suivi par rapport à cette société civile-là pour pouvoir séparer les bons grains de l'ivraie, comme on dit. Parce que si vous créez, naturellement, vous avez avancé un certain nombre d'objectifs qui sont nobles. On doit pouvoir regarder régulièrement, est-ce que vous êtes toujours dans ces objectifs-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ces objectifs-là? Et est-ce que vous n'êtes pas en train, au nom de ces objectifs-là, de vous faire, j'allais dire, en tout cas, corrompre d'une manière ou d'une autre par des puissances quelconques. Ça, c'est important.
Alors, pour finir, Abdoulaye Boina, quel est votre dernier mot à l'endroit de nos auditeurs de Watt FM et téléspectateurs aussi? Merci. En tout cas, c'est de dire que nous, au niveau du RISA, nous avons foi en la révolution progressiste et populaire. Et nous voyons déjà, vous voyez, on est envié au niveau de l'Afrique. On est envié au niveau de l'Afrique et même au niveau du monde. Pas parce qu'on a abouti déjà à la souveraineté, mais parce qu'on s'est engagé de façon résolue sur le chemin de la souveraineté. La lutte a commencé et la lutte est âpre. Et donc, c'est d'appeler en tout cas les populations, les citoyens, à chacun à son niveau, essayer de soutenir cette révolution populaire et progressiste là. Alors pour finir, je rappelle notre panel du RISA, deuxième du genre, qui se tient le samedi 26 juillet 2025 à l'université Joseph Kizerbo, à la salle P-Sud, avec un certain nombre de thématiques, avec l'accompagnement des autorités, d'inviter la jeunesse, la population à y assister. En tout cas, merci à vous, Abdoulaye Boina. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous êtes analyste politique et vous êtes membre du Bureau national du RISA, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique RISA. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est moi, je vous remercie. Merci à ceux qui nous ont écoutés aussi. Également, merci à vous, donc, auditeurs et téléspectateurs. Grandement merci pour votre constante fidélité au programme des médias leaders. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.